Cette semaine, double formation, céramologie et décoction de végétaux. Ils ont ébauché dans la galette qui a été splatchée la forme de deux bisons, parfaitement reconnaissables. Ça fait à peu près 60 cm l'ensemble. Tatouage, tapis, tout ça, c'est de l'organique, ça disparaît. On n'en a souvent pas du tout de représentation ni de traces. Mais par la connaissance de la céramique, on peut, pourquoi pas, se mettre un peu à imaginer et à se dire qu'il y a sans doute aussi, sans preuve évidente, mais il y a un accès en tout cas à un champ de décor, à un univers décor. Aussi trouver des sites au néolithique qui ont un peu changé notre vision complète de cette révolution, avec des architectures véritablement nouvelles. Pour la céramologie, nous avons parcouru l'ensemble de l'histoire de la céramique à travers les âges et en fonction des secteurs géographiques. On ne va pas tailler la pierre, mais plutôt on va chercher à la polir. Ça ici c'est une hache. Donc là c'est la pierre de la serpentine. Ça tombe bien, dans le Lot il y en a encore partout. Parce que les gens les ramassaient dans les champs autrefois. Et comme ils n'avaient pas compris que c'était un objet manufacturé, fait par la main de l'homme, ils pensaient que c'était une pierre de foudre. Parce que Jupiter avait fait tomber sur Terre par son foudre. Et du coup, il y avait une pierre de foudre à l'endroit où la foudre était tombée. Et comme on dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, on ramassait la pierre de foudre et on la mettait sur la cheminée chez soi. Comme ça, la maison était protégée. On sculpte comme cela, dans des modèles un peu réduits, des corps féminins dont, a priori, on essaie de mettre en valeur les attributs, par la présence des hanches, des seins abondants. Alors il y a des tas de théories qui tout ont fluctué au cours du temps, et qui sont souvent les reflets des pensées des gens de l'époque, ou le reflet d'une époque plutôt que une vraie pensée d'analyse, elles étaient comme ça physiquement. Alors on les a comparées aux femmes autantotes d'Afrique du Sud, en disant que puisqu'on est dans des périodes d'alimentation compliquées, elles font forcément des réserves adipeuses, donc elles ont un stock au niveau de l'arrière-train, etc. Bon, on s'est perdu dans des élucubrations un peu racistes, un peu voilà. Actuellement, beaucoup, ça a été la mode, parce que là, il y a bien un phénomène un petit peu de mode d'analyse sur le féminin sacré. Voilà, autrefois un culte de la déesse, donc des représentations féminines, et puis ensuite les religions monothéistes sont arrivées et ont supprimé les cultes féminins pour se tourner vers des cultes masculins. Stratégie de tri. Non, ça c'est un morceau de couche picturale d'un mur. Merci la tempête de 99. Ça c'est une paroi de four. Donc parfois ça pose aussi parfois question, parce qu'il y a l'aspect un peu vitrifié. Et puis, ouais, et en fait c'est un morceau de four et il y a l'accumulation. Je pense que c'était dans des fours de grès à sel. Et comme ils jettent le sel dans la cuisson, toutes les parois vitrifient, ça fait des couches, ça devient comme l'intérieur d'une grotte. Tout ça effectivement c'est du verre. Bon, le caillou. Ça doit être... c'est du métal, oui, c'est un alliage cuivreux. Ça doit être une toute petite bossette, ça a été ramassé dans un jardin, une petite bossette de ceinture mérovingienne. Il y a des énormes plaques boucles avec des gros rivets, et ça doit être un élément qui un jour allait tomber et s'est retrouvé finalement dans le potager. Et ça, c'est ce que la DDE utilise. C'est les rejets de... Donc c'est du verre, c'est des déchets industriels qui sont vitrifiés à haute température, ils sont fondus. Et comme il y a de la silice là-dedans, ça devient du verre, et c'est utilisé pour servir de remblai sous nos routes. Une tige de lin, et que je casse l'écorce. Je vais trouver sous l'écorce la fibre du lin qui est là. En ce qui concerne les décoctions végétales, nous avons réalisé une série de teintures sur tissu. Là, on va passer au bain de fer, une solution de fer. Sulfate de fer, les trois couleurs claires qu'on a obtenues. Celle-ci c'était de la gaude, celle-ci c'est l'écorce de grenade, du fruit de la grenade, et celle-ci la noix de Galles. Donc dans le bain de fer, je vais éviter de mettre trop les doigts. On va faire chauffer pour faire réagir assez rapidement. Il existe trois principales techniques de teinture. La teinture sur tissu non mordancé, la teinture sur tissu mordancé et la fermentation. Ce qu'on utilisait beaucoup autrefois, c'est le chêne blanc. Donc la galle est un peu plus petite, mais surtout elle est moins colorée. Donc c'est des petits cristaux verts qu'on trouve en jardinerie ou en droguerie. Le problème du sulfate de fer, c'est que c'est un produit un peu instable. Et là, ça tombe très bien là où j'ai ouvert. On voit bien la différence. Le vrai sulfate de fer, c'est les cristaux verts.
Par contre, le fer, alors si vous avez des petites notions de chimie, il existe sous deux formes, Fe2+, ou Fe3+. Il y a un beau rouge qu'on va plutôt utiliser, par exemple, pour du maquillage ou pour des peintures corporelles, mais ça marche en peinture aussi. Et ici, c'est des fleurs, c'est les parties, les ligules des fleurs, c'est le cartame. Ça, par exemple, c'est l'écorce de grenade, dont on sert pour faire les jaunes un peu dorés en Turquie, pour les tapis de Turquie. Une teinture qui a été utilisée beaucoup à l'époque romaine pour faire le voile des mariés, le safran, le vrai safran. Là, c'est la famille plutôt des rouges. Donc, le rouge principal, c'est la racine de Garance. Et donc, toutes ces plantes-là, elles ont des racines qui contiennent des colorants rouges. Le gaillet, le caillet, la molugine, le gaillet gratron, la spérule odorante, la spérule des teinturiers, tout ça, voilà, une immense famille botanique où il y a du rouge dans les racines. Donc la Garance, énorme source de rouge, et un rouge qui tient. D'ailleurs, Garance, c'est la même racine étymologique que garantie. Ici, un produit qui était utilisé dès le Moyen-Âge, mais qui est un produit d'importation, c'est le bois de Brasil. Donc c'est des bois tinctoriaux qu'on faisait venir du côté de ce qu'on appelait les Indes, c'est-à-dire le Sri Lanka actuel. On va voir voilà, la différence. Ça, c'est un bois de Brasil. Donc c'est quelque chose d'assez vif, lumineux. Et ça, c'est un rouge de Garance. Donc, si je les mets l'un à côté de l'autre, voilà, on voit qu'on n'est pas du tout... Ici, on va aller tourner vers quelque chose, pourquoi pas un peu d'orangé. On pourrait le rougir. Hein. Là, c'est parce qu'on n'a fait aucun traitement derrière, il est vraiment naturel. Mais on a quelque chose qui a plutôt tendance à accrocher, absorber la lumière, alors que dans le Brasil, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vif. La petite famille, un tout petit échantillonnage des produits qu'on va pouvoir utiliser en teinture naturelle. Donc, qui dit teinture naturelle dit plutôt essentiellement teinture végétale. Quelques rares insectes ou des mollusques qui peuvent servir pour obtenir des tons de rouge ou de violet, mais on ne va pas forcément ni les utiliser, ni même les présenter aujourd'hui. Donc là, on a les fibres naturelles qu'on va pouvoir teindre, donc soit par exemple ici la plante de lin, ici en bois de préparation pour obtenir donc le fil de lin, la laine du mouton qu'on va filer, ou bien donc les petits cocons de soie, donc là dedans il y a le papillon mort qui est à l'intérieur, et c'est ce cocon qu'on va débobiner, débobiner, débobiner pour obtenir le fil de soie. Ou bien le papillon est sorti vivant, il a mangé une partie du cocon, et donc on va en sortir en peignant le cocon, la bourrette de soie, la chape de soie, qu'on va pouvoir retransformer là aussi éteindre. C'est un colorant qui a été abondamment utilisé, notamment pour teindre les habits des moines bouddhistes en Asie. On utilisait beaucoup racines de curcuma ou racines de rhubarbe. Donc là, c'est les recettes qui ont beaucoup été utilisées dans les cultures irlandaises et écossaises pour les teintures des tweeds. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les teintures substantives. On parle de substantifs pour les colorants. Pas besoin de mordancer. On met la laine à cuire en décoction en même temps que le colorant. Donc on a mordancé. Dans l'autre famille donc des mordants qu'on peut trouver dans certaines cuves, pour être sûr d'être en basique, on va parfois utiliser de la craie en poudre, comme ça on est sûr que l'eau est bien calcaire. Ça va être le cas par exemple pour la Garance. L'idée de mordancer son tissu, c'est de permettre une meilleure accroche pour la teinture. Mordant dedans. Donc le tissu mordancé, c'est le fait de chauffer le tissu dans la lin et le tartre. Le tissu non mordancé, c'est tout simplement qu'il n'est pas travaillé, il est juste mis dans l'eau pour ensuite être mis dans la teinture. Donc on a réalisé des jus de teinture pour l'occasion. Donc on fait bouillir des écorces, des branches, des fleurs, des graines parfois, pour avoir une décoction souhaitable. Et ensuite on trempe le tissu dedans à bouillir, on laisse refroidir, on essore, on rince, et ensuite on le laisse sécher. On les met dedans en essayant de ne pas trop les plier. Donc pour le jaune, nous avons utilisé des décoctions de grenade, d'écorce d'eucalyptus, de gaude, de chêne, de gale de chêne de Gascogne. Pour ce qui concerne le rouge, on a utilisé du bois de Brasil et de la Garance.
Et enfin, mon petit préféré, c'est le dernier. C'est de la racine d'orcanette. Et ça permet une décoction avec une teinture violette, mais une teinture vraiment violet foncé. Plutôt aussi un bon mordant. On a des mordançages assez traditionnels à base de cendre, donc un effet de potasse. On a des mordançages à base de protéines, donc par exemple dans du lait de soja qu'on laisse fermenter et tourner. Donc sur les décoctions, on est parti de deux formes différentes de laine, donc du drap de laine brut, tissé, et de la laine peignée en écheveau. La première étape, ça a été de mordancer, donc préparer notre laine avec deux mordants, l'alun, donc le sulfate double d'aluminium et de potassium, et le tartre, à 20% du poids pour l'alun, de la fibre sèche, et 6% du poids de la fibre sèche en tartre. Ensuite, on a créé donc nos décoctions à partir des plantes, et on a fait des premiers bains. Donc, premier bain de noix de Galles, premier bain de gaude, premier bain d'écorce de grenade, premier bain d'écorce d'eucalyptus, premier bain de bois de Brésil, premier bain de garance, et puis on a fait une teinture un peu particulière avec les racines d'orcanette. Au lieu de faire le bain dans de l'eau, la décoction dans de l'eau, on l'a fait dans une solution alcoolique. L'ensemble de ces expérimentations nous ont permis d'analyser que, effectivement, la teinture tient beaucoup mieux sur du tissu préparé, c'est-à-dire du tissu mordancé, que sur du tissu juste trempé dans l'eau, donc non mordancé. On a par exemple pour la garance un rouge beaucoup plus vif sur le tissu mordancé, alors que sur le tissu non mordancé, on va avoir une couleur orange, rouille, mais très fade. On a également expérimenté de tremper certains tissus déjà colorés dans du sulfate de fer, dans une solution de sulfate de fer, ce qui permet d'avoir d'autres coloris. Par exemple, pour la grenade, du jaune, on va passer au vert. Pour la gaude, du jaune, on va passer au vert kaki. Et pour l'eucalyptus, qui est jaune également, on va avoir du bleu ou alors du vert, en fonction de s'il est mordancé ou non mordancé. On a à gauche la vue en coupe du dessin, qui sera donc noirci pour les parties pleines. Et on a à droite du dessin une vue, le profil extérieur du dessin, et s'il y a décor, la mention du décor. On va imaginer ici par exemple, je ne sais pas moi, un petit décor de stries obtenu à l'ESTEC. Nous avons également réalisé des dessins archéologiques de céramique. Une trace de glaçure, une coulure de glaçure. Et donc la première étape que l'on va avoir, c'est déjà d'avoir notre axe de construction, qui est un axe de symétrie verticale. Donc notre premier dessin, il est sur papier millimétré. Alors pour mesurer le diamètre, je viens positionner ma pièce quand je suis sûr que je suis centré. Mais là, il faut être sûr d'être bien sur un diamètre. Donc, soit on utilise le conformateur, on vient caler notre vase sur le conformateur, et ici, donc, j'ai mon profil de vase. Et donc, je vais pouvoir après, en le posant, je vais venir reporter mon profil extérieur. Donc ça, c'est bien sûr le plus simple, sauf qu'on n'a pas toujours le conformateur avec soi, ou on n'en a pas toujours à disposition ou quoi que ce soit. Donc l'autre système, c'est de prendre des mesures. Ça, c'est notre papier millimétré. L'étape suivante, c'est un report au calque avec ancrage. Et donc, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est l'échelle. Ça sent bon le géranium des bois. On se croirait dans les Vosges. Ah, ça sent bon le géranium. Beaucoup le jus. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on voit apparaître vraiment le jus vert dans le tissu. Donc je tiens ici en écartant avec mes mains pour tenir correctement mon tissu qui ne bouge plus.
enlever toute la feuille que l'on a rassemblée. On va tremper dans le bain de fer. Au moment où on va tremper, on va donc avoir ce phénomène de précipité noir qui se forme et qui se met exactement à l'endroit où on a tamponné les tanins. Donc la réaction. En fonction des tanins, on va pouvoir avoir des couleurs différentes. Ici, on voit la différence entre la feuille, on allait vers un noir, et puis les nervures, où c'est pas exactement les mêmes concentrations ou les mêmes tanins, et donc on est plus sur quelque chose de violacé. Et enfin, une visite du musée de la Cour d'Or de Metz pour voir leur collection de céramiques, notamment les céramiques romaines et quelques céramiques médiévales.